Bonsoir à tous, nous ouvrons donc le deuxième versant de l'anarchie sexuelle fin de siècle avec l'icône de masculinité après avoir découvert ensemble les icônes de féminité. Je disais donc que la sanité mentale et l'avenir des civilisations européennes reposent sur le critère de dimorphisme sexuel. Des hommes très hommes, des femmes très femmes, c'est-à-dire des hommes cataboliques, des femmes anaboliques. Un grand spécialiste, Paolo Mantegazza, un des grands anthropologues qui a de grands échanges littéraires et une grande correspondance avec les darwiniens des autres pays, écrit « Comment se marier, l'art de prendre femme et du choix d'un mari ». Il va nous donner enfin des solutions. Sauf que ça commence assez mal. Préface de Charybde en Scylla. Comment peut-on choisir une femme comme si nous allions de mal en pis? Alors il propose quand même une solution, vous allez voir, qui est la suivante. Il explique que le mariage est une alchimie entre un homme et une femme. L'idéal d'un mariage parfait est la combinaison d'un homme très homme, hominissime, j'imagine que dans l'italien hominissimo, il a dû dire, et d'une femme très femme, féminissimo. Jusque-là, tout va bien. La question est de savoir qu'est-ce qu'un homme hominissimo. De la part d'un Italien, on imagine un homme très catabolique. Il reprend en fait le thème développé par les autres darwinistes et je vais citer cette fois Harry Campbell à nouveau dans la différence entre le système, l'organisation nerveuse chez l'homme et la femme. Il commence par expliquer ce qu'est une femme, nous l'avons déjà vu ensemble. Je continue maintenant avec l'homme. Le mâle est muni d'un instinct puissant pour rechercher et féconder une femelle. La loi du mâle, comme conquérant de la femelle, était une loi quasiment universelle. Donc il parle des animaux, il s'adresse aussi à l'humain. De plus, il est muni de nombreux caractères sexuels secondaires qui lui permettront de la protéger. Il s'agit par exemple d'une force accrue et des armes d'attaque et de défense pour vaincre ses concurrents et prédateurs. Il est là, notre homme catabolique, il est puissant. Le problème est que les hommes fin de siècle n'étaient pas toujours puissants, nous le verrons dans un instant. En attendant, donc, le mariage romantique idéal, le voici, représenté par Gustav Klimt, Amour en 1895. Si je fais un gros plan, vous avez cette femme fragile, la peau diaphane, la lumière sur cette robe vaporeuse blanche, un ange, et puis le mâle, plus sombre, vêtu de noir. Vous connaissez tous ce tableau, le baiser du sommet de sa période dorée. Regardez-la, elle est agenouillée, soumise, elle est couronnée de fleurs. Lorsqu'il est couronné de feuilles de laurier, un homme n'est pas fleuri, catabolique en tout cas. Sa robe est couverte de formes ovulaires qui contiendraient des ovules multicolores, décoratifs. Elle est plus proche de la nature que lui, elle s'enracine même. Regardez les racines qui s'enfoncent dans le sol. Quant à lui, la peau est plus foncée, bien sûr. C'est un homme d'extérieur parce qu'il est catabolique, il bouge et son vêtement, lui, est bien plus sobre. Il est même de forme abstraite, des rectangles et n'a plus rien à voir avec la nature parce qu'il est capable d'abstraction quand elle est restée au niveau primitif de la nature. Le problème est que nos hommes, fin 19e, vivent non pas dans une forêt où le catabolisme se déclare naturellement, ils vivent dans des grandes cités, Berlin, Paris, Munich, Londres, New York, dans des cités où l'air est impur, où la population s'entasse dans des cités entassées, n'est-ce pas, surpeuplées. Ils s'alimentent mal, on parle déjà des problèmes de l'obésité. Le peu d'énergie qu'ils conservent, finalement, nos hommes cataboliques,
il dévoue un travail sédentaire quand il n'est pas aspiré par les sirènes de nos trottoirs, la prostitution galopante de la fin du XIXe siècle. Alors, comment assurer la progéniture à venir? Comment assurer la sanité des générations à venir qui doivent garantir le passage du flambeau de la civilisation européenne supérieure? J'oubliais. Eh bien, ça n'est pas évident parce que notre homme catabolique a très bien été décrit par Honoré Daumier dans Les Baigneurs. Notre homme catabolique, il a les bras frêles, il a le ventre un petit peu lâche, il n'a plus rien de l'homme supérieur qui assurera une progéniture saine. Alors les gens vont s'inquiéter. Et dans la revue athlétique de 1890, un certain Strelly écrit l'article suivant, « Causerie sur la gymnastique ». Entrons dans une chaude journée de juillet dans un établissement de bain froid, ce qui est à peu près ce que vous avez ici. C'est là qu'on peut constater, dans leur hideuse réalité, toutes les déformations variées du corps humain. C'est une collection inénarrable de dos ronds, d'épaules tombantes, de poitrines étriquées, de ventres proéminents, de bras frêles et de jambes cagneuses. C'est sûr que le tableau n'est pas très propre à l'homme catabolique. Que va advenir de nos civilisations modernes? Dégénérescence assurée. Et il continue, quel contraste saisissant avec ces athlètes antiques, pugilistes, pancratiastes et discoboles, dont le statuaire grec a perpétué en marbre les images, ornements de nos musées. N'est-il pas étrange que nous prenions un soin si exact d'améliorer l'espace chevaline alors que nous laissons s'abattarder, dégénérer la race humaine? La voilà à droite, notre race abattardée, à gauche, l'exemple à suivre, l'Hercule de Farnèse. Il continue 10 ans plus tard, 14 ans plus tard, dans la culture physique, dont je vous présenterai un certain nombre d'extraits, et il imagine cette fois nos visiteurs, les bourgeois parisiens, au début du XXe siècle, se promenant dans le département du statuaire grec au Louvre, les vêtements tombent, et là, horreur. On compare le corps grec avec le corps du Parisien à la fin du 19e, début 20e, et manifestement, l'homme catabolique n'est plus parmi nous, il va falloir le retrouver. Et pour cela, on va découvrir la culture physique. Voici une affiche, je pense américaine, hein, pour un club de gym, la Physical Culture. Vous avez un homme frêle et qui, à côté, est déjà un peu mieux bâti. Mais on va faire mieux. Il y a la régénération du snob grâce à la culture physique du professeur Desbonnets de la rue du boulevard Poissonnière. Le voici, il regarde Farnèse en disant « Quand je me compare, si j'essayais », il frappe à la porte et là, il commence son travail d'haltère. Il gonfle, se rapprochant de l'icône masculin de l'homme catabolique, il arrache le lampadaire, il soulève les serveurs et finalement peut narguer la statue dans la photo numéro 6. « Qu'en dis-tu, mon vieux Farnèse, t'en fais un œil ». Donc ça y est, on a retrouvé notre homme catabolique. En 26 séances, il serre la main d'un compatriote dans cette publicité en bas à droite. Résultat garanti en 26 leçons, ça y est, il est puissant, il est devenu l'homme catabolique qui sauvera l'avenir de la France, entre autres. Ceci est une publicité pour le professeur Desbonnets, dont vous allez voir le dos musclé régulièrement dans les publicités. Tout le monde n'était pas parisien et tout le monde ne pouvait frapper dans la salle de culture physique du professeur Desbonnets. Mais déjà à l'époque, on avait une solution, c'était l'envoi par courrier dans toute la France d'une petite mallette d'haltères avec des photos dont je vous montrerai des exemples dans un instant. Et puis on envoyait cette petite statue éventuellement, qui était celle du sculpteur animalier René Paris, qui date de 1903, et vous pouviez la commander. Donc vous pouviez comparer l'évolution de vos muscles au regard de la photographie et de la petite sculpture. Donc l'homme catabolique est enfin parmi nous. Voici deux couvertures de la revue La Culture Physique qui va être publiée pendant des décades entières.
vous remarquez que le numéro 1 et le numéro 2 ne mettent pas en première page nos professeurs de culture physique, ils mettent en première page le statuaire grec. Parce que l'objectif est de ressembler à nouveau aux athlètes grecs de l'Antiquité. Ce qui fait qu'un homme est particulièrement placé parmi d'autres, c'est le professeur Alexandre Maspoli, qui est un culturiste, mais qui est également un sculpteur. Il avait le modèle devant lui. Le professeur Rodolphe prend des poses académiques. Ce qu'on appelle des poses académiques, rappelez-vous, les premières années, les élèves des Beaux-Arts faisaient ce qu'on appelle des petits croquis, leurs académies. C'était les nus qu'ils croquaient à partir tout d'abord de gravures de sculpture grecque, et puis après ils passaient au travail directement sur sculpture, et en dernier lieu, ils travaillaient sur des modèles nus. Eh bien, les culturistes, pour élever leur art, vont émuler le statuaire grec. Et vous les voyez ici posés selon les poses académiques que l'on prenait à l'Académie des Beaux-Arts. D'ailleurs, on va plus loin. Pour protéger la chasteté, la pudeur du jeune homme, qui est plutôt jeune d'ailleurs, on va déposer une feuille, parfois sur le négatif. Il ne l'avait pas nécessairement, parfois il y a une petite cordelette qu'on ne voit pas ici, donc c'est probablement le négatif qui a été ici retouché, plaçant une feuille de vigne qui, elle, était placée auparavant sur les sculptures. Vous avez eu des périodes plus ou moins prudes dans l'histoire des arts, ce qui fait que des nudités où les organes génitaux masculins apparaissaient étaient normales à une époque, et puis quelques siècles après, on allait coller un marbre de feuilles de vigne. Eh bien, c'est la même logique qui s'applique ici. Cette fois, je vous ai présenté Hackenschmidt dans la position de l'Hercule au repos. Ça n'est plus l'Hercule du Farnèse debout, il est au repos. Mais lui aussi est en train de reprendre une pose traditionnelle, qui est celle que je vous présente ici de Delvaux ou de Puget, qui sont les poses de Hercule au repos après ses combats. Et ce sont ces mêmes statuettes qui vont être reproduites à la fin du 19e siècle sous forme de petites statuettes que vous pouviez avoir également chez vous. Donc c'était une figure très connue. Cette comparaison du Mars Borghese avec l'instructeur Rodolphe, ce n'est pas moi qui l'ai faite. J'ai juste repris la page du journal de la culture physique qui eux-mêmes avaient juxtaposé ces deux photos. Pourquoi? Parce que, vous remarquerez vous-même, le professeur, l'instructeur Rodolphe pose comme s'il était lui-même une statue. Les couleurs sont travaillées avec le fond noir de sorte qu'on ait l'impression de statue. La feuille de vigne est placée de la même façon, comme sur une statue. Là, ce n'est pas le cas sur le Borghese, mais c'est ce qu'on a fait à plusieurs reprises dans l'histoire de l'art. Et puis, il a ce petit reposoir pour le bras. On avait besoin de ces reposoirs pour que les statues s'équilibrent, mais l'humain a des muscles, il n'a pas besoin du reposoir. Mais pour faire croire à la statue, il met son reposoir. L'autre élément qui renvoie au statuaire, c'est ce qu'on appelle le pli de laine. Regardez ce triangle magnifique. Le triangle abdominal ici, le pli de laine est repris au pli du statuaire grec. Comment obtient-on de tels muscles? Eh bien, bien sûr, il y a les méthodes des bonnets ou équivalents, mais il y a aussi le fait qu'à cette époque, on utilise des trucages. On va travailler sur les négatifs. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va épousseter le corps. On va le couvrir d'une cendre rouge-grise, puis on va épousseter après, laissant un peu de cendre dans les creux pour marquer le volume musculaire. Faussement. On n'avait pas Photoshop à l'époque, mais on avait de la poudre. Et regardez, celui-ci pose sur un piédestal comme une statue. Je vous ai donc montré que les culturistes allaient émuler pour élever leur art et pour justifier esthétiquement et même philosophiquement de l'importance de la culture physique, ils vont créer un parallèle avec le statuaire grec. Eh bien, nous allons avoir un retour, un effet de retour. Les professeurs de l'Académie française, entre autres, vont donner la priorité désormais dans les cours d'anatomie à la myologie. On découvre l'importance du muscle et c'est dans les cours d'académie que les artistes vont apprendre les détails du fonctionnement musculaire et de la myologie.
On avait bien sûr déjà connaissance des muscles. Vous avez ici une statue de Houdon l'écorché du XVIIIe siècle, mais plus que jamais, l'anatomie donne la priorité à la myologie à la fin du XIXe siècle. Vous avez ici le manuel du docteur Paul Richet, qui a toujours bien sûr les planches des articulations osseuses, comme cette colonne vertébrale, mais par contre, il va donner la priorité à son enseignement aux accrochages musculaires. Ça ne doit pas être le terme académique, accrochage, s'il y a des médecins parmi nous ce soir. La culture physique, je vous ai dit, a pour but de rendre nos hommes cataboliques. Parce que la fonction du culturisme était double. Elle était d'ordre sanitaire et civique presque. Sanitaire parce que, comme le dit cette affiche, les maladies et une mort précoce se cachent, se tapissent derrière un large estomac. Et effectivement, on le sait tous aujourd'hui, l'hygiène est venue largement se développer depuis. Je vais vous lire un petit texte sur les hommes beaux. Leur large poitrine dénotera, donc c'est quelqu'un qui a travaillé ses muscles. Leur large poitrine dénotera de vastes poumons. Leur abdomen bien musclé indiquera le bon fonctionnement de leur appareil digestif. Leurs bras bien dessinés donneront une idée de leur vigueur. Leurs jambes aux jumeaux saillants suffiront à indiquer leur aptitude à la course et au saut. L'homme catabolique est de retour. Et on donne un exemple. Sandow, qui était un grand culturiste, est marié. Il est père d'un merveilleux enfant, plein de vigueur. Ce qui nous intéresse au plus haut point, car cela prouve que la beauté et la santé de l'athlète se transmettent à sa progéniture. Donc c'est cette idée de caractère acquis qui deviennent congénitaux, qui se transmettent aux générations à venir. Fondamental pour l'avenir des sociétés européennes. Le voilà, le beau Eugène Sandow, les biceps, la pose, il est magnifique, il assurera la survie de la race. Cette défense de la race est remise en cause en particulier par certains étrangers, en particulier les Allemands, qui craignent pour la dégénérescence de la race. Max Nordau, Entartung, dégénérescence, qui concerne toute la race européenne et en particulier les Français. Et voilà ce que dit cet article. L'auteur de l'article en question écrit « La diminution du nombre des naissances comparée à celui des décès en France, donc la chute démographique, est particulièrement imputable à l'infériorité de l'état physique auquel les Français sont amenés par leur éducation. Il faut y remédier. Et une fois qu'on y aura remédié, nos chers couples, qui auront travaillé de l'haltère, comme la photo le montre, eh bien donneront naissance à des chers bambins aux têtes blondes, bien sûr. Et c'est pour que ces beaux fruits soient sains et superbes que nous voulons que leurs parents modelés comme les marbres antiques. Donc vous voyez que le lien est fait, ce n'est pas nous les historiens qui les inventons, à corps beau et athlétique, enfants assurés, beaux, intelligents, la race se perpétue. C'est donc des affiches presque civiques qui vont être accrochées. La priorité est donnée au devoir du père de famille, protecteur. Regardez là, il prend sa femme par les épaules, les deux enfants sont derrière et il suit les commandements de ce culturiste aux abdominaux marqués qui pointe vers une femme mariée qui, à mon avis, est une Marianne, allégorie de la République, qui en guise d'étendard n'a plus le drapeau français mais le beau dos musclé du professeur Desbonnets. Ainsi donc, l'amour repose sur un homme catabolique, d'une part, hominissimo, dirait notre ami Mantegazza, et féminissimo, une femme anabolique. Ce qui veut dire, dans les termes suivants, un homme musclé et une femme fatiguée. Vous connaissez cette spécialité qu'avaient les femmes de s'évanouir avec ces flacons de sel qu'on trouve encore chez nos antiquaires. Il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'elles portaient des corsets très serrés qui franchement n'étaient pas très agréable. Vous imaginez bien que dans les rapports conjugaux entre un couple, avec un homme très mâle et une femme très féminine, la relation conjugale n'était peut-être pas la meilleure. Les psychologues de couple n'existaient peut-être pas encore, mais
finalement, on a vite parlé de guerre des sexes, d'incompatibilité de tempérament. Les Anglais avaient trouvé une solution, ça s'appelait le clubland. Ils vivaient entre hommes, entre les écoles et les clubs. Alors, curieusement, toute cette génération qui adhère à cette pensée scientifique, qui repose sur un homme catabolique et une femme anabolique, va développer le mythe de l'hermaphrodite intellectuel, c'est-à-dire de l'androgyne intellectuel, comme vecteur de paix entre l'homme et la femme. La principale figure caractéristique de l'amour fin de siècle est une figure androgyne.